des livres plein les oreilles. À quoi ça sert l'amour, chantait Piaf à son dernier amant, Théo Sarapo, qui lui répondait d'ailleurs dans la chanson. On se le demande bien, à quoi ça sert l'amour, mais à vivre peut-être tout simplement, non? Bon, on peut vivre sans amour, bien sûr, mais à quel prix, dans tous les sens du terme? Parce que moi, dans le mot amour, j'englobe aussi des amitiés amoureuses, aimer. Aimer, c'est un bien grand mot, la famille, en tout cas, tous les gens qui nous entourent. Alors, vous l'aurez compris, la Saint-Valentin est à nos portes. Tout sera chose du passé si vous écoutez ce podcast après le 13 février, ce qui est possible puisque toutes nos émissions sont faciles à trouver sur le web, que ce soit sur notre site de Canal M qui produit des livres plein les oreilles ou encore sur Apple Podcast ou même sur YouTube. C'est vous dire comment c'est facile à trouver des livres plein les oreilles. Alors, je suis Clotilde Sey. Et je vous invite à cette émission spéciale de la Saint-Valentin, honnie par les célibataires ou les amoureux malheureux, bannie par ceux qui n'y croient plus et célébrée par ceux qui goûtent encore au plaisir de ce sentiment qui fait rêver, qui fait chanter, qui fait danser, qui fait aimer le monde. Alors d'où ça vient la Saint-Valentin? Bonne question, mes amis. Et l'amour, c'est quoi? Et la douleur d'amour, la douceur d'amour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en livre audio, on va essayer de répondre à cette question durant une bonne partie de l'émission. Alors, vous me suivez sur les chemins de l'amour ? Alors, le pourquoi du comment de la Saint-Valentin, c'est un peu flou. En fait, il y a plusieurs raisons qui sont invoquées. Bon, par exemple, ça viendrait d'un certain Valentin de Terni, fêté le 14 février, désigné par l'Église catholique comme le saint patron des amoureux en 1496. Le pape Alexandre VI lui donnant le titre de patron des amoureux, ce qui n'empêcha pas l'Église de combattre la tradition du valentinage. Parce qu'en effet, le 14 février a été déclaré jour de la Saint-Valentin par le pape Gélas Ier, le troisième et dernier évêque de Rome, qui était d'origine berbère. Il serait venu, selon certaines sources, de la province d'Afrique, appelée plus tard Ifriqiya, et aujourd'hui connue sous le nom de Tunisie. Oui, mais voilà. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du christianisme, nommés Valentin, sont en effet légendaires. Alors cette confusion des origines explique que la fête religieuse de la Saint-Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain, c'est pas vieux, en 1969, par le pape Paul VI, mais a été conservée dans les calendriers régionaux, histoire de complexifier tout ça. Bref, si votre enfant vous demande ce que c'est que la Saint-Valentin, vous pouvez toujours lui faire entendre ce qui suit. Je vous préviens, ce livre propose encore une autre version. C'est un extrait de La Saint-Valentin, raconté aux enfants. Hé Chloé, tu crois vraiment qu'il va venir ton Valentin? Que tu es bête, Louis! Bien sûr qu'il va venir! Et même qu'il viendra uniquement pour moi! Il me l'a promis! Des promesses, des promesses. Tu es jaloux parce que toi, tu n'en as pas de Valentine. Et qu'est-ce que tu en sais? Et puis la Saint-Valentin, c'est pour les grands garçons. Ce n'est pas pour les petites filles. Je ne suis plus une petite fille. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que tout ce désordre? Vous allez me faire le plaisir de ranger votre chambre. Mais d'abord, expliquez-moi pourquoi toutes ces chamailleries? Papa, nous sommes le 14 février aujourd'hui. Et notre maîtresse a organisé un goûter à l'école pour la Saint-Valentin. Oui, et un garçon m'a promis qu'il serait mon Valentin. Et ça énerve Louis parce qu'aucune fille ne veut être sa Valentine. Chloé, tu dis n'importe quoi. Elle ne sait même pas ce que c'est qu'un Valentin. Oh là là, du calme! Arrêtez de vous disputer. Et toi, Louis, puisque tu sembles bien connaître le sujet, explique-nous à ta sœur et à moi ce qu'est un Valentin. Eh bien, un Valentin, c'est un fiancé, un amoureux. Eh bien, Louis, tu vois, ton explication n'est pas fausse, mais elle est bien incomplète. Voulez-vous que je vous en dise plus sur ce joli prénom et sur l'origine de cette fête si populaire? Oh oui!
Et c'est un petit livre de 41 minutes, mais très très joliment encadré musicalement par des chefs-d'œuvre de la musique classique. Là, c'était Mozart, mais il y a du Verdi, il y a du Schubert, il y a du Bach, etc. Question encore plus insidieuse. Dis papa, c'est quoi l'amour ? Eh ben oui, dis papa, est-ce qu'on peut aimer deux personnes en même temps ? Comment on fait pour que l'amour ne meure pas ? Où se trouve la source de l'amour ? Ne pas confondre passion amoureuse et amour passionné, ne pas occulter non plus la fête des corps et les désirs d'enfant, comprendre la multiplicité des sentiments et l'existence d'un véritable terrorisme amoureux. Autant de sujets sensibles, mes amis, que Jacques Salomé évoque, en apportant des éléments de réponse à ses enfants et aux autres, bien sûr, sans préjugés ni gêne. C'est plus qu'un outil qu'il nous propose, Jacques Salomé, avec cet ouvrage qui se veut subtil, sans faux fuyant, et qui remet en place quelques idées reçues en donnant à chacun la liberté de penser et d'aimer. Alors voici, pour démystifier sans empêcher le rêve, dis papa, l'amour c'est quoi ? Extrait. Dis papa, l'amour c'est quoi ? Tu m'as posé de nombreuses fois cette même question, avec des variantes infinies, autour du thème de l'amour. Et cela au fur et à mesure que tu grandissais. J'ai tenté de sonder l'immensité de cette incroyable interrogation qui avait tant bouleversé ma propre vie. J'ai mis longtemps à entendre que toute tentative de répondre sur un tel sujet est fondée sur un double malentendu. D'abord, tout enfant qui s'interroge ou qui sollicite son papa ou sa maman est persuadé que l'adulte sait ce qu'est l'amour. Alors que même devenus parents, nous n'en restons pas moins des apprentis de l'amour. Ensuite, la tentation pour nous adultes est le plus souvent de vouloir rechercher la réponse dans un savoir, une expérience ou un témoignage, tandis que cette réponse est impalpable et insaisissable comme le vent. Ainsi, quelques années d'expérience d'enfance écoulées, et la question tenace, toujours vivace, attendait une réponse. Dis papa, l'amour c'est quoi ? Oui, tu me poussais à explorer les recoins, les chemins et les abîmes de mes propres sentiments. À cette époque de ma vie, j'attendais l'impossible de l'amour. Je lui donnais comme mission de réparer toutes les blessures de mon histoire passée, de combler tous mes manques, de prévoir et d'amortir l'insupportable, de me protéger contre les désillusions, les déceptions ou les trahisons passées ou à venir. En amour, nous accostons chaque fois sur des terres inconnues et ensuite, il nous faut découvrir, apprivoiser, apprendre les langages secrets de l'autre, construire, cultiver et surtout, nourrir cet amour-là, toujours en gestation. Comment tu as su que tu aimais papa ? Parfois, ce fut immédiat, instantané, une sorte d'évidence que cette femme, là je manque un peu de mots, attends que je précise encore. L'amour, c'est un ensemble de sensations inouïes qui se rassemblent d'un seul coup en toi. Au tout début de ma vie amoureuse, ce fut comme un tremblement de terre. Plus rien n'était stable. Quelquefois je me mettais à rire bêtement. Tout me semblait joyeux, le mal n'existait plus. Les problèmes n'étaient plus des problèmes. La vie scintillait. Des trucs comme ça, tu vois, totalement imprévisibles, graves et drôles à la fois. Ça peut aussi commencer par une sorte de chaleur intérieure. Le bleu du ciel est plus bleu. Les gens sont plus beaux, plus gentils. Et surtout, c'est mon corps qui bascule dans tous les sens. Et tous mes sens sont tournés vers celle que j'aime. C'est très joliment expliqué, l'amour aux enfants, dans ce petit livre tout court d'une heure et quelques, écrit et lu par M. Salomé, qui vient, vous l'avez entendu, du sud de la France. Mais c'est vrai que l'amour, que ce soit avec n'importe quel accent et n'importe quelle couleur de peau, ça origine de la même façon et ça fait le même effet à tout le monde. Moi, mon livre d'amour préféré, entre tous, je vous l'avoue, parce que l'amour peut prendre plein de visages et de virages différents, c'est, je ne vous dis pas son titre tout de suite, mais je vous en lis un très très court extrait.
Et puis, qu'est-ce que ça veut dire différent? C'est de la foutaise, ton histoire de torchons et de serviettes. Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leur différence. Ça, c'est extrait 2. Ensemble, c'est tout. d'Anna Gavalda. J'ai adoré, comme beaucoup d'entre vous, lire ce livre. Je ne l'ai encore jamais écouté. Ce qui est sûr, c'est que c'est un multivoix, comme on dit, avec notamment des gens qui, hélas, ont disparu aujourd'hui. Je pense à Gisèle Casatsu, mais en tout cas, il y a plein de jeunes. Toutes les voix sont faites par personnage, un personnage, une voix différente. Il faudrait bien que j'essaie d'écouter la version audio de ce livre d'amour entre plusieurs personnes. Il y a Philibert, qui est un aristo pur jus, qui héberge Franck, un cuisinier de son état dont l'existence tourne autour des filles, de la moto et de sa grand-mère qui s'appelle Paulette. Paulette qui vit seule, qui tombe énormément. Et il y a aussi Camille qui dessine. Et ces quatre-là sont tous un peu perdus pour toutes sortes de raisons. Ils sont tous très seuls, ils sont tous très cabossés, on peut dire ça comme on veut. Et la vie et leur rencontre va se charger de les bousculer un peu. Et leur histoire, là, c'est intéressant, c'est ce qu'on peut lire dans Babelio, c'est un peu comme la théorie des dominos, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire tomber, ils vont s'entraider et se relever. Extrait 2, Ensemble, c'est tout. Paulette Lestaffier n'était pas si folle qu'on le disait. Bien sûr qu'elle reconnaissait les jours puisqu'elle n'avait plus que ça à faire désormais. Les compter, les attendre et les oublier. Elle savait très bien que c'était mercredi aujourd'hui. D'ailleurs, elle était prête. Elle avait mis son manteau, pris son panier et réuni ses coupons de réduction. Elle avait même entendu la voiture de la Yvonne au loin. Mais voilà, son chat était devant la porte, il avait faim, et c'est en se penchant pour reposer son bol qu'elle était tombée en se cognant la tête contre la première marche de l'escalier. Paulette Lestaffier tombait souvent, mais c'était son secret. Il ne fallait pas en parler, à personne. À personne, tu m'entends? Se menaçait-elle en silence. Ni à Yvonne, ni au médecin. Et encore moins à ton garçon. Il fallait se relever lentement, attendre que les objets redeviennent normaux, se frictionner avec du synthol et cacher ses maudits bleus. Les bleus de Paulette n'étaient jamais bleus. Ils étaient jaunes, verts ou violacés, et restaient longtemps sur son corps. Bien trop longtemps. Plusieurs mois quelquefois. C'était difficile de les cacher. Les bonnes gens lui demandaient pourquoi elle s'habillait toujours comme en plein hiver, pourquoi elle portait des bas et ne quittait jamais son gilet. Le petit surtout la tourmentait avec ça. Alors mémé, c'est quoi ce travail? Enlève-moi tout ce bazar, tu vas crever de chaud. Non, Paulette Lestaffier n'était pas folle du tout. Elle savait que ces bleus énormes qui ne partaient jamais allaient lui causer bien des ennuis un jour. Elle savait comment finissent les vieilles femmes inutiles comme elle, celles qui laissent venir le chien-dent dans leur potager et se tiennent aux meubles pour ne pas tomber. Les vieilles qui n'arrivent pas à passer un fil dans le chat d'une aiguille et ne se souviennent même plus de comment on monte le son du poste. Celles qui essayent tous les boutons de la télécommande et finissent par débrancher l'appareil en pleurant de rage. Des larmes minuscules et amères, la tête dans les mains devant une télé morte. Paulette! Paulette! Vous êtes là? Yvonne pestait. Elle avait froid, resserrait son châle contre sa poitrine et pestait de nouveau. Elle n'aimait pas l'idée d'arriver en retard au supermarché. Ça non. Elle retourna vers sa voiture en soupirant, coupa le contact et prit son bonnet. La Paulette devait être au fond du jardin. La Paulette était toujours au fond de son jardin. Assise sur un banc près de ses clapiers vides, elle se tenait là des heures entières, du matin jusqu'au soir peut-être. Droite, immobile, patiente, les mains posées sur les genoux et le regard absent. La Paulette causait toute seule, interpellait les morts et priait les vivants. Parlait aux fleurs, à ses pieds de salade, aux mésanges et à son ombre. La Paulette perdait la tête et ne reconnaissait plus les jours. Aujourd'hui c'était mercredi et le mercredi c'était les courses. Yvonne, qui passait la prendre toutes les semaines depuis plus de 10 ans, soulevait le loquet du portillon en gémissant. Si c'est pas malheureux ça. Si c'est pas malheureux de vieillir, si c'est pas malheureux d'être si seul, et si c'est pas malheureux d'arriver en retard à l'inter et de ne plus trouver de caddie près des caisses. Mais non,
Le jardin était vide. La mégère commençait à s'inquiéter. Elle alla derrière la maison et mit ses mains en œillère contre le carreau pour s'enquérir du silence. « Ah, d'où Jésus !» s'exclama-t-elle, en apercevant le corps de son ami étendu sur le carrelage de la cuisine. Sous le coup de l'émotion, la bonne femme se signa n'importe comment, confondit le Fils avec le Saint-Esprit, jura aussi un peu et alla chercher un outil dans la remise. C'est avec une binette qu'elle brisa la vitre et au prix d'un effort magnifique qu'elle se hissa jusque sur le rebord de la fenêtre. Elle eut du mal à traverser la pièce, s'agenouilla et souleva le visage de la vieille dame qui baignait dans une flaque rose où le lait et le sang s'étaient déjà mélangés. « Oh, Paulette, vous êtes morte !» Ça me donne tellement envie de l'écouter. Moi qui l'ai lu il y a déjà fort longtemps. Oui, ça va être en audio cette fois-ci. Je ne vais pas vous dire tous les noms, parce qu'on en a entendu que 2 ou 3, mais il y a Julie Gaël, Andan, Gisèle Casatsu, Malik Zidi, Eric Elmos Mino, Julien Rochefort, Kadi Atou et Diarra. Un livre d'une dizaine d'heures, dont je vous lis un autre petit extrait. Il y a souvent des gens qui me disent que moi je suis une intello, puis je ne sais pas pourquoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je ne me sens pas du tout comme ça. Et là, j'ai retrouvé ce petit extrait dans Ensemble c'est tout, qui dit qui dit ceci. Mais tu vois, et que l'œil est incroyable parfois. Donc, il dit ceci. Mais tu vois, si être intello, ça veut dire aimer, s'instruire, être curieux, attentif, admirer, s'émouvoir, essayer de comprendre comment tout ça tient debout et tenter de se coucher un peu moins con que la veille. Alors oui, je le revendique totalement. Non seulement je suis une intello, mais en plus, je suis fière de l'être. Eh bien, moi et tout. Non, j'adore cette formulation. Au Québec, on peut compter sur Léa Streliski pour nous donner la recette de l'amour. C'est d'ailleurs le titre du livre qu'elle a sorti en 2023 et qui existe maintenant en audio, lu par elle-même, Léa Streliski, qui porte un regard tendre, franc et courageux sur la quête amoureuse, des réflexions qui s'adressent aux humains, qu'ils soient seuls ou en couple, ou qui rêvent d'offrir et de recevoir de plus grandes doses d'amour. Dans le Journal de Montréal, elle répondait aux questions de Marie-France Bornet. Et elle a dit par exemple ceci. La recette de l'amour. Le titre est ridicule. Il me faisait rire parce qu'il est complètement exagéré. Qu'est-ce que tu connais à la recette de l'amour ? Mais en même temps, je partage même ma recette de l'amour et comment moi j'ai fait pour trouver l'amour. Alors je me dis, quitte à trouver l'amour, je vais le partager. Extrait de La recette de l'amour de Léa Streliski, lu par elle-même. À Pierre-Alexandre, qui d'autre? Chapitre 1. L'orchestre s'accorde. Je le connaissais d'avant, mais c'est le punk en lui qui m'a finalement séduite. Son regard sur la vie. C'est à ça que j'ai dit oui. C'est ça qui m'intriguait, qui m'attirait. C'est pour ça que je suis allée le rencontrer sous le Petit Pont. C'est là qu'il m'avait donné rendez-vous, sous le Petit Pont Blanc, dans le parc Saint-Viateur, à Outremont. Je trouvais ça original que ça soit sous le pont et non pas sur le pont. Mais c'est vrai que c'était le début du printemps, l'époque où tout bourgeonne et où les employés de la ville n'ont pas encore rempli les temps. Il est donc sec et on peut le traverser à pied pour aller s'asseoir sous le petit pont qui le traverse. Il m'attendait là, assis avec un sac jaune en plastique à la main. Ce sac, je le découvrirai bientôt, contenait un livre. Tous les noms de José Saramago. Il voulait me l'offrir pour souligner cette journée, ce premier jour. « Qui vivra verra », avait-il signé dedans, suivi d'un adorable post-scriptum, « Ma main shake ». Je sais pourquoi sa main shakeait en m'écrivant ce petit mot. C'est parce qu'il n'y a rien qui nous rend plus vulnérables que de s'avancer vers un premier rendez-vous. D'aller vers ce jour qui changera peut-être tous les autres. Quelle arrogance de la vie de nous faire ça. Qu'elle sache avant nous que certains instants nous transforment, qu'elle fasse lever le soleil sur des jours qui ne seront pas comme les autres, et qu'elle nous regarde nous pointer à ses rendez-vous comme un enfant suit une fourmi. À l'époque, j'étais une sorte de poupée, comme une poupée maladroite,
Une poupée qui cachait derrière son manteau de cuir à la mode qu'au fond, elle n'était pas grand-chose. Je m'étais fait une armure artificielle pour feindre une certaine force et j'affichais mon habituel « rien ne m'atteint ». Je suis au-dessus de ce qui m'arrive, j'ai entièrement le contrôle. C'est à ça que je jouais. Mais en vérité, en arrivant dans le parc ce jour-là, j'avais la trouille. J'avais terriblement peur de me rappeler que la vie est plus grande que moi. Peur de descendre la dernière petite butte qui me protégeait du grand saut, du vertige. Mais c'est qui, lui? C'est qui, ce gars qui m'attend là, assis sous un pont avec un sac jaune? C'est qui? Je me suis avancée vers lui, et après m'avoir fait un signe de la main, il a tendrement dit « Ah, t'es venu ?» Comme si j'allais pas venir, comme si quand un mec t'écrivait passionnément, intimement, en te faisant rire pendant 15 jours, t'allais juste pas te pointer, juste pas aller vérifier ce qu'il y a là, lui poser un lapin. Il était nerveux, moi aussi. La dernière fois qu'on s'était vus, on avait 12 ans, et là, on en avait 25. On n'avait jamais encore entendu nos voix d'adultes, on connaissait par 2-3 photos Facebook à peu près la tête qu'on avait maintenant, mais il restait vraiment tout à découvrir. On était tous les deux hébétés. Mais juste observer quelqu'un sans dire un mot, c'est non. Il fallait parler, il fallait dire quelque chose, des choses qui sonneraient bêtes, qui ne seraient pas les bonnes, mais des choses quand même, ne serait-ce que pour présenter nos voix. Ça faisait 15 jours qu'on s'écrivait, on devait maintenant passer à l'oral. Mais à l'écrit, tu peux réfléchir, tu peux effacer, corriger, revenir en arrière. À l'oral, non, t'es jeté dans l'inconnu. Tout ce qui sort de ta bouche est entendu, tu peux rien reprendre. Pas le choix, il fallait parler. Parler franchement, parler sans juste aligner des phrases pour paraître cool, sans me dire « tout va bien, je suis cette fille au-dessus de cette rencontre, ça ne m'affecte en rien ». J'ai toujours fait ça. J'ai cette espèce de mécanisme de défense dans ma tête, comme une barrière, une écluse qui retient mes sentiments. Ça me permet de me couper de ce que je ressens. C'est fait pour me protéger de la souffrance et ça fonctionne. Ça me retranche du négatif, mais mauvaise nouvelle, ça me coupe aussi du positif. Ça me donne l'air snob, malgré moi. J'ai l'air d'un chat hautain, un félin perché sur son calorifère qui observe tout d'un œil. Ça ne me dit rien de bon, tout ça. Dans le même article, dans le Journal de Montréal, la journaliste Mme Bornet lui demandait qu'est-ce qui fait qu'on trouve ou pas la fameuse recette Léa Strelitzky, vous qui avez écrit la recette de l'amour. Elle a répondu « Je ne peux pas généraliser, mais je pense que l'amour, ça se vit à cœur ouvert et que souvent l'amour, ça se fait mal. Pourquoi ? Parce qu'on nous l'a appris tout croche, ou parce qu'on a vécu des choses, parce que la vie est traumatisante, on a vécu des deuils, on a perdu des gens, ou encore on nous a blessés. » Voilà tout ce que Mme Strelitzky a à dire sur l'amour. Avouez que ça avait sa place dans cette émission de Livres plein les oreilles consacrée à la Saint-Valentin. On va finir cette première demi-heure avec Love on the Brain. C'est l'édition française, mais elle s'appelle aussi Love on the Brain. On suit Bee Königswasser, qui est une espèce de Jedi vengeresse, qui a les cheveux violets, qui vit selon une règle simple. Au moment où elle est à la veille de poser un geste, elle se demande toujours « Que ferait Marie Curie ?» Si la NASA lui proposait, je sais pas, de diriger un projet de neuroingénierie, par exemple, Marie accepterait sans hésitation. Mais c'est ça. Alors, elle se pose toujours la question, que fera Bee Königswasser dans ce livre-là, Love on the Brain, je vais le dire, ou encore, que ferait Marie Curie? En voici un extrait. C'est lu par Marie Bouvet. Voici mon anecdote préférée au monde. La docteure Marie Skłodowska-Curie se présenta à son mariage vêtue de sa blouse de laboratoire. C'est une histoire assez cool en vérité. Un ami scientifique lui fit rencontrer Pierre Curie. Ils s'avouèrent avec gêne avoir lu leurs articles respectifs, flirtèrent au-dessus de béchers remplis d'uranium liquide et il lui demanda sa main dans l'année. Mais Marie était censée n'être en France que pour obtenir sa licence et les conduisit à contre-cœur pour retourner en Pologne.
Sniff. Entre en scène l'université de Cracovie, le méchant / Cupidon involontaire de cette histoire, qui refusa à Marie un poste universitaire au prétexte qu'elle était une femme. Grande classe, la fac de Craco. Coup de pute, je sais, mais qui eut pour heureux effet collatéral de renvoyer Marie direct dans les bras aimants et pas encore radioactifs de Pierre. Ces deux beaux intellos coincés se marièrent en 1895, et Marie, qui ne roulait pas vraiment sur l'or à l'époque, s'acheta une robe de mariée assez confortable pour lui servir tous les jours au labo. Ma pote était pour le moins pragmatique. Évidemment, cette histoire devient largement moins cool si vous faites une avance rapide d'environ 10 ans, jusqu'au jour où Pierre se fit renverser par un camion hippomobile, laissant Marie et leurs 2 filles seules au monde. Observez 1906 à la loupe, et c'est là que vous discernerez la véritable morale de ce récit. Compter sur les gens pour qu'ils restent auprès de vous est une mauvaise idée. D'une manière ou d'une autre, ils finiront par disparaître. Peut-être qu'ils glisseront rue Dauphine un matin pluvieux et se feront écraser le crâne par une voiture à cheval. Peut-être qu'ils se feront kidnapper par des extraterrestres et s'évanouiront dans l'immensité de l'espace. Ou peut-être qu'ils coucheront avec votre meilleur ami 6 mois avant la date prévue de votre mariage, vous obligeant ainsi à annuler la cérémonie et à perdre des tonnes de fric en dépôt de garantie. Les possibilités sont infinies, vraiment. On pourrait dire alors que la fac de Craco n'est qu'un méchant secondaire. Comprenez-moi bien. J'adore m'imaginer la docteure Curie revenir à Cracovie, l'air de rien en mode Pretty Woman, vêtue de sa robe de mariée / blouse de labo, brandissant ses 2 médailles de prix Nobel en hurlant « C'est bête, grosse erreur !» Mais le véritable méchant, celui qui amena Marie à pleurer et à regarder fixement le plafond tard dans la nuit, c'est la perte, le chagrin du deuil, la volatilité intrinsèque des relations humaines. Le véritable méchant, c'est l'amour. Ah, un jour, il y a un journaliste qui a demandé à Marie Curie « Qu'est-ce que ça fait d'avoir épousé un génie ?» Et elle a répondu « Je sais pas, demandez à Pierre. » Ah, et en plus, elle avait de l'humour, cette femme. Alors, c'est Clotilde Seuil au micro de Canal M pour vous présenter l'émission Des livres plein les oreilles qui ne se consacre qu'aux livres audio. On a beaucoup parlé de la Saint-Valentin et de livres autour du thème de l'amour. On va continuer encore un petit peu en seconde partie. Et puis ensuite, j'aurai quelques nouveautés à vous proposer. Pour clore le chapitre de la Saint-Valentin, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, rien de moins, un classique sur la passion amoureuse, dans ce qu'elle a de plus fort et de plus volatile aussi, et versatile d'ailleurs. Ça s'appelle Belle du Seigneur. Et ça a été écrit par Monsieur Cohen, Albert Cohen. Belle du Seigneur, c'est un livre très épais d'abord. C'est vraiment une grosse brique de 1100 pages. C'est 33 heures de lecture en livre audio. C'est un livre fort, très fort, sur les rapports amoureux. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais avant, il faut aussi que je vous dise qu'on va écouter un livre d'ici, écrit par Fanny Britt. Ça s'appelle Les Maisons. Et ça, c'est une femme dont j'adore la prose, d'ailleurs, et j'adore aussi son théâtre. Et puis, c'est pour ça que j'avais hâte de vous présenter Les Maisons, qui s'inscrit bien aussi dans le cadre d'une émission sur la Saint-Valentin. Et pour finir, j'ai 2 nouveautés très attendues sur papier et en audio. Le dernier Murakami et un bouquin complètement fou de Fabrice Caro, Fort à l'amour. Alors, les grands classiques littéraires d'hier et d'aujourd'hui, oui, on le sait, s'appuient tous, ou presque, disons, sur une histoire d'amour, ou de non-amour d'ailleurs, ou de chagrin d'amour, ou de manque d'amour. Je sais pas, prenez Maria Chapdelaine ou Les Filles de Caleb ici, et la plupart des livres de Marie Laberge, Michel Tremblay, Roxane Bouchard, Jean-François Beauchemin et tant d'autres auteurs du Québec. C'est pareil dans la francophonie. Je me suis demandé quel est le nom du livre qui me vient à moi, à l'esprit, à mon esprit, systématiquement lorsqu'on parle de rapports amoureux. Alors bien sûr, il y a de par mon éducation classique Flaubert, l'éducation sentimentale, mais plus récemment, c'est Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, grand prix du roman de l'Académie française en 1968. Cette brique volumineuse, je vous le disais, n'est, dit-on, à sa parution, rien de moins, c'est ce qu'on avait écrit, que le chef-d'œuvre de la littérature amoureuse de notre époque.
C'est pour cela que j'ai pensé à ce bouquin-là, qui existe en audio, lu par Éric Caravaca, et j'ai pensé vous en faire entendre un extrait. On va écouter tout le début de ce livre-là, qui ne traite pas que de l'action de tomber amoureux ou de réussir une conquête difficile, mais c'est aussi et surtout comment sauver l'amour de l'usure, en 1100 pages, extrait de Belle du Seigneur d'Albert Cohen, à la narration Éric Caravaca. Descendu de cheval, il allait, le long des noisetiers et des églantiers, suivi des 2 chevaux que le valet d'écurie tenait par les rênes. Allait dans les craquements du silence, torse nu sous le soleil de midi. Allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. À 2 reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche et il n'avait pas osé. Aujourd'hui, en ce premier jour de mai, il oserait et elle l'aimerait. Dans la forêt aux éclats dispersés de soleil, immobile forêt d'antique et froid, il allait, le long des enchevêtrements, beau et non moins noble que son ancêtre Aaron, frère de Moïse. Allait, soudain riant et le plus fou des fils de l'homme, riant d'insigne jeunesse et amour, soudain arrachant une fleur et la mordant, soudain dansant, ô Seigneur aux longues bottes, dansant et riant au soleil aveuglant entre les branches, avec grâce dansant, suivi des 2 raisonnables bêtes, d'amour et de victoire dansant, tandis que ces sujets et créatures de la forêt s'affairaient irresponsablement. Mignons lézards vivant leur vie sous les ombrelles feuilletées des grands champignons, mouches dorées traçant des figures géométriques, araignées surgies des touffes de bruyères roses et surveillant des charançons aux trompes préhistoriques, fourmis se tâtant réciproquement et échangeant des signes de passe, puis retournant à leur solitaire activité. Pics ambulants, auscultants. Crapauds esselés clamant leur nostalgie, timides grillons tintants, criantes chouettes étrangement réveillées. Il s'arrêta, et voici. Ayant baisé à l'épaule le valet, il lui prit la valise de l'exploit, et il lui ordonna d'attacher les rênes à cette branche et de l'attendre aussi longtemps qu'il faudrait, jusqu'au soir ou davantage, de l'attendre jusqu'au sifflement. Et dès que tu entendras le sifflement, tu m'amèneras les chevaux et tout l'argent que tu voudras, tu l'auras, par mon nom. Car ce que je vais tenter, nul homme jamais ne le tenta, sache-le, nul homme depuis le commencement du monde. Oui, frère, tout l'argent que tu voudras. Ainsi dit-il. Et de joie, il châtia sa botte avec sa cravache, et il alla vers son destin et la maison où cette femme vivait. « Joue, ma belle, tu ne sais pas ce qui t'attend, » murmura-t-il. Grimpé sur le prunier, il se hissa jusqu'au balcon du premier, posa son pied sur la chaîne d'encoignure, puis sa main sur une pièce de bois en saillie, fit un rétablissement, atteignit l'appui de la fenêtre du 2e étage, écarta les volets à demi fermés, puis les rideaux, entra d'un bond dans la chambre. Voilà, chez elle, comme hier et avant-hier. Mais aujourd'hui, il se montrerait à elle, et il oserait. Vite préparer l'exploit. Le torse nu, penché sur la valise ouverte, il en retira un vieux manteau délabré et une toque de fourrure mitée. S'étonna de la cravate de commandeur que sa main venait de rencontrer. Autant la mettre, puisqu'elle était là, rouge et belle. Se l'étant nouée autour du cou, il se campa devant la psyché. Oui, beau, à vomir.
C'est ce qu'on appelle une écriture littéraire très classique. C'est né sous la plume d'Albert Cohen, cette belle du Seigneur, en 1968. Mais en fait, il a dû travailler ça au moins 3 ans, cette brique-là. Mais en 1968, il a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Retour au Québec avec une plume non moins intéressante, bien que beaucoup plus contemporaine, celle de Fanny Britt, à qui l'on doit des pièces de théâtre, des scénarisations, mais aussi des livres, dont celui-ci, Les Maisons. Alors là, elle nous emmène dans l'univers de Tessa, qui est une chanteuse classique convertie en courtière immobilière, qui vend des maisons et qui ne va pas bien. Elle élève 3 fils qu'elle adore avec un homme qui la chérit. Et dans 3 jours, cette femme a rendez-vous avec un certain Francis, un ancien amour qui n'a jamais guéri. Mais entre-temps, il va y avoir des visites de propriété, des cabines d'essayage, des cours de natation, des ponts en bâton de popsicle à livrer à l'expo science de l'école, parce qu'elle fait ça aussi. Il va y avoir des étreintes dans la nuit, des deuils, des rappels de l'enfance, des fantômes. Il va y avoir la peur de vieillir dans l'amertume. C'est tout ce que comprend ce livre-là, Les Maisons. Et puis, cesse-t-on un jour de désirer ce qu'on a désiré à 20 ans, c'est la question qui se pose dans ce livre de Fanny Britt, dont voici un extrait lu par Evelyne Gélina. Les maisons, chez lui. Je ne sais pas encore que je suis chez lui. J'aurais peut-être dû le deviner. Y avait-il un indice dans cette assiette au fond de l'évier? Le couteau posé sur l'assiette, le beurre et la confiture sur le couteau. Les cheveux de Francis s'en mêlaient-ils sur le peigne dans la salle de bain? Se rasait-il toujours au rasoir à lame? Ses pantalons se déchiraient-ils encore aux genoux? Evelyne range le nécessaire à couture dans la penderie de la salle de lavage. Ça, j'ai vu. J'ouvre les portes d'armoire. C'est une formalité, j'espère que ça vous va. J'explique à Evelyne, qui n'est alors qu'une femme de mon âge, un peu plus jeune ou un peu plus vieille. Il arrive un moment où les gens deviennent une masse indistincte. Nous croyons avoir l'âge de filles qui ont 10 ans de moins ou 50 de plus, et nous disons qu'ils s'en soucient de toute manière, en pensant « voilà un beau mensonge ». Evelyne rit d'un petit rire traînant et triste. Elle répond « Bien sûr que oui, ouvrez toutes les portes, je n'ai rien à cacher ». C'est vrai. Sa salle de lavage est impeccable. Son nécessaire à couture me fascine. Une trousse en laine bouillie gris éléphant, brodée de fil rouge au point de croix. Une superbe petite chose scandinave. Et je pense, Evelyne est danoise. Elle me dépasse d'une tête, et ses cheveux blonds, droits et fous comme les blés, s'abattent en trombe sur son lainage noir. Je le lui demande. Elle le prend comme un compliment, bien sûr, et répond qu'elle vient de Shawinigan. Je la félicite pour la maison. Ils n'auront pas de difficulté à la vendre. Elle dépose sa main devant ses yeux. Je sais ce qui s'en vient. Je fais ça à longueur de semaine. Deviner les drames ordinaires des clients, c'est devenu une seconde nature. Et il nous arrive au bureau, dans nos jours les plus cyniques, de prendre des paris. Le 31 des Groseilliers, c'est un divorce. Il l'a trompée. Elle préfère la banlieue. Au 76-78 Drolette, la dame a toujours pensé qu'elle s'offrirait une retraite dorée à Sutton avec les profits de la vente. Son fils l'a poussée à réhypothéquer 3 fois. Ça, elle ne l'avait pas prévu. Au 10 821 Turnbull, il s'est fait dire qu'Hansik, c'est vraiment pas aussi hot que Saint-Lambert. Evelyne, au 794 boulevard Gouin-Est, s'est réveillée un matin et l'homme, à côté d'elle, pleurait à gros bouillons. Il a dit qu'il étouffait, qu'il devait partir, qu'il ne savait pas pourquoi, que ce n'était pas elle, mais évidemment c'était elle. Et puis les enfants étaient grands, suffisamment grands, à 8 ans on est grand. Il s'en sortirait et, de toute façon, il n'y avait rien à faire. Il étouffait, il mourait, il devait partir. La plupart du temps, on se trouve drôle entre collègues. N'empêche, quand les yeux d'Evelyne se sont voilés, je lui ai tendu un mouchoir et je n'ai pas eu envie de le raconter aux autres après. Là où je déménage, c'est plus petit, un appartement. Mais c'est bien. Je pense pas pouvoir supporter trop d'espace. Non, mais c'est pratique quand c'est petit. Moins de ménage à faire. Niaiseuse. Elle ne te parle pas du ménage et tu le sais.
Vous pensez qu'elle va se vendre? Evelyne pleure tout à fait maintenant. Je lui prends la main. Je lui dis que oui, qu'elle est magnifique, sa maison. Je l'achèterais, moi, si je le pouvais. Elle fera le bonheur d'une famille parce qu'elle a fait le leur pendant plusieurs années. Ma cliente hoche la tête. Je sais que cette idée la réconforte. Elle apaise tous les clients. Il y aurait une douceur dans l'idée que sa maison continue de vivre à l'extérieur de soi, comme une extension, une promesse renouvelée malgré les épreuves et les échecs, un sens tout à coup donné à la douleur. C'est là un mystère pour moi, qui n'aurait certainement pas envie que d'autres fleurissent là où j'aurais fané. Mais bon, je suis un être désagréable. Superbe texte que celui de Fanny Britt, Les Maisons, est superbement lu par Evelyne Gélina. Alors on l'aura compris, tout ce qui se cache ou tout ce qui est tu derrière la vente d'une maison et des maisons dans ce livre-là, on en visite beaucoup. On fouille dans les drames privés de chacun, en accompagnant Tessa, cette chanteuse classique convertie en courtière immobilière. À l'époque, dans la presse, je ne sais quel journaliste, malheureusement, il n'est pas cité, avait écrit « L'écriture est sans contredit de grande qualité. On a l'impression de sentir, de goûter ou de toucher tout ce dont l'auteur nous parle. » Oui, c'est vrai. Et là, dans ce cas-ci, avec Evelyne Gélina, c'est pareil. Avec les oreilles, on est vraiment, quand on parle de cuillère avec une confiture dessus, on a vraiment l'impression de goûter la confiture. Je ne sais pas ce que vous voulez à la fraise. Non, mais c'est ça un bon narrateur et c'est ça un bon auteur. C'est quand les images sont fortes comme ça. Bon, allez, on va passer aux nouveautés. On va commencer par Fort Alamo. Ça, c'est plus qu'une nouveauté. En fait, c'est une nouveauté que j'avais ratée. C'est sorti au mois d'octobre dernier. C'est du fameux Fabrice Caro, qu'on appelle plutôt Fab Caro, qui est un bonhomme qui fait beaucoup dans le dessin animé. Et ça se sent dans son écriture, avec un humour complètement décalé, dans des scènes toujours prises sur le fait dans notre quotidien, dans le vôtre et dans le mien. Alors, Fort Alamo, ça n'a rien à voir avec le western et avec le fort du même nom, si ce n'est peut-être une phrase qui arrive comme ça, mais qui nous amène vers celle, par exemple, en fait, c'est pas par exemple, celle du malotru, vous savez, qui vous passe devant à la caisse du supermarché. C'est énervant. Alors le narrateur s'agace parce qu'il va être en retard pour récupérer sa fille à l'école, et c'est là que se produit une scène insensée. Le resquilleur tombe au sol, foudroyé par un AVC. Pateng. Alors le professeur, le narrateur, prof dans un collège et père de 2 enfants, nous narre son quotidien entre le travail et la famille, le quotidien qui serait banal s'il n'était pas perturbé par des incidents dramatiques comme cela, au point qu'il se demande s'il n'a pas un espèce de pouvoir funeste sur les personnes qui l'agacent. Tu sais, celui-ci, il m'énerve, pouf, il tombe. Oh, imaginez. Mais son épouse s'inquiète et elle penche, elle, pour une dépression ou au moins un burn-out. Mais n'est-il pas fatigué en cette fin d'année, tout simplement? Et puis il y a Noël qui approche, avec la corvée des cadeaux à trouver, sans oublier le deuil de sa mère disparue récemment. Alors oui, il y a des personnages parfois un petit peu stéréotypés qui se croisent, qui dialoguent, qui interfèrent dans l'histoire de ce narrateur, qui s'enfonce toujours un peu plus dans l'inconcevable et dans l'irrationnel. Ces idées noires qui le poursuivent sans relâche, il se demande constamment comment il va s'en sortir. Et le lecteur, lui, hésite constamment aussi entre le sourire et la compassion. On va écouter un extrait de ce livre Fort Alamo, ce livre complètement absurde, signé Fabrice Caro en fait, et c'est lu par un Thomas qui se fait appeler VDB. Thomas VDB. Extrait. Je m'étais absenté 1 minute à peine, le temps de retourner chercher les sacs poubelles que j'avais oubliés. Quand je suis revenu à la caisse, un type avait fait passer son caddie devant le mien et avait commencé à déposer ses produits sur le tapis roulant. Je me suis retrouvé derrière lui, hagard et désemparé. Il m'a lancé un regard furtif, a replongé le nez dans ses courses, puis m'a regardé à nouveau. « Oh, le caddie était à vous ?» Cette phrase expéditive était censée l'excuser.
Elle signifiait qu'il n'avait pas fait attention qu'un caddie était là. Il avait machinalement écarté pour faire passer le sien, en se disant que quelqu'un l'avait probablement oublié. À aucun moment son intention n'avait été de doubler quiconque. Tout ça n'était qu'un malentendu sans grande importance. Tel était le message. Son caddie à lui était plein, il déposait ses courses avec application, j'ai regardé l'heure, jamais je n'arriverai à temps pour récupérer Aurore à la sortie du collège. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Après un temps interminable, la longue file sur le tapis roulant s'est clôturée par une boîte de haricots rouges. Et en plus, il aime les haricots rouges, voilà ce qui m'a traversé. Quand il a eu terminé de ranger ses courses dans ses sacs, alors que je le fixais dans l'espoir d'un signe, sinon d'excuse, au moins d'empathie, il a payé, sans même un regard vers moi, et s'est éloigné de la caisse en poussant mollement son caddie. Quelques mètres plus loin, il s'est effondré sur le sol. 3 ou 4 personnes ont aussitôt accouru, dont l'homme de la sécurité qui, malgré son gabarit impressionnant, paraissait complètement perdu. La caissière devant moi s'est mise à crier plusieurs fois de suite « Stéphanie, Stéphanie, quelqu'un sait où est Stéphanie ?» Elle attendait que Stéphanie arrive avant de commencer à scanner mes achats. Elle ne bougeait pas, elle se contentait de regarder le corps, gisant au sol en attendant Stéphanie. J'hésitais entre compassion et irritation. Un type était en train de faire un malaise et ce malaise creusait mon retard. Tant que ce type resterait à terre, le tapis roulant n'avancerait pas et sur le moment, je manquais de discernement pour déterminer lequel de ces 2 événements était le plus grave. À vrai dire, je le savais, mais n'osais me l'avouer. Une femme a fini par arriver d'un pas rapide et déterminé. Il s'agissait probablement de Stéphanie, car aussitôt la caissière s'est décidée à scanner les produits sans toutefois détacher une seule seconde son regard de l'homme allongé. Il était encore étendu au sol quand je me suis éloigné de la caisse. Un groupe s'était formé autour de lui, une grappe d'individus dont chacun disait aux autres « Écartez-vous, il faut le laisser respirer !» Sur le parking, je me suis senti honteux de n'avoir fait subir aucune inflexion à ma trajectoire, mes projets immédiats, ma vie. Si je n'avais pas dû récupérer Aurore au collège, me serais-je impliqué un peu plus ? Me serais-je joint au groupe actif ? Rien n'était moins sûr. Devant le collège, Aurore m'attendait en consultant son téléphone. Elle était là depuis 20 minutes au moins. Elle est montée dans la voiture sans rien dire. Un silence qui a résonné comme le plus criant des reproches. J'ai failli lui expliquer qu'on m'était passé devant à la caisse, mais n'ai rien dit, conscient du manque de consistance de mon alibi autant que de son caractère puéril. Le soir, à table, j'ai demandé « Si vous assistiez au spectacle d'un type qui fait un malaise devant vous, vous feriez quoi ?» Ma question a pris tout le monde de court. Clément a été le premier à dégainer. « Un malaise genre grave ou pas grave ?»« Genre on ne sait pas, hein. Le type vient de tomber, on ne sait pas trop. » Aurore est intervenue. « Ça dépend si tu as ton PSC1 ou pas. » Devant mon air ahuri, elle a précisé. « Ton brevet de secourisme. Sinon, tu sers pas à grand-chose, à part appeler les pompiers. » Je n'avais pas mon PSC1, donc pas de regret, je n'aurais servi à rien. Je me suis senti délesté d'un poids. Il ne s'agissait pas tant de lâcheté que d'un manque de diplôme. Léonie s'est étonnée. « Pourquoi tu demandes ça ? Tu as assisté à un malaise ?» J'ai laissé planer un silence avant de lâcher un oui spectaculaire de sobriété. Tout le monde m'a regardé, les fourchettes en suspens dans l'air comme des colverts en pleine migration. Puis j'ai été mitraillé de questions. « Où ça ? C'était qui ? T'as fait quoi ? » « À Intermarché, je ne sais pas, rien. »« Rien ? Il est tombé devant toi et tu n'as rien fait ? » ?»« Non. » 3 paires d'yeux m'ont transpercé de part en part, des lasers froids et accusateurs, mais je devinais dans leur regard que chacun tentait peu à peu d'évaluer ce qu'il aurait fait lui-même en pareille situation. J'ai demandé « Vous auriez fait quoi, vous ?» Aurore et Clément se sont lancés dans une surenchère de réactions héroïques faites de bouche à bouche et de massage cardiaque. Léonie était plus mesurée. Je crois qu'instinctivement, je me serais accroupi près de lui pour lui parler, le garder en état de conscience en attendant que les secours arrivent, lui poser des questions sur sa vie en lui tenant la main. Tu sais, pour le maintenir dans une forme de réalité et le rassurer. J'ai failli lui demander « Même si t'avais doublé à la caisse ?» Mais je me suis contenté de hocher la tête, d'un hochement qui semblait dire « Oui ». J'adore ce genre d'écriture et c'est encore là très très bien lu. Alors je vous rappelle que c'était un extrait de Fort Alamo de Fabrice Caro, dit Fab Caro, lu par Thomas VDB. Ça s'est sorti en octobre 2024. Par contre, ce qui vient de sortir au début du mois de janvier 2025, c'est, attention, chef-d'œuvre absolu, La cité aux murs incertains de Haruki Murakami, lu par Olivier Martineau, un 19-20 heures de pur bonheur. Et ça rejoint ici la thématique de l'amour et de la Saint-Valentin avec laquelle j'ai commencé cette émission-là. Résumé avec ce très court extrait. Tu dis,
La cité est entourée de hauts murs et il est très difficile d'y pénétrer, mais encore plus difficile d'en sortir. Comment pourrais-je y entrer alors ? Il suffit que tu le désires. Voilà, la jeune fille a parlé de la cité à son amoureux. Elle lui a dit qu'il ne pourrait s'y rendre que s'il voulait connaître son vrai moi, et puis la jeune fille a disparu. Alors l'amoureux est parti à sa recherche dans la cité. Comme tous les habitants, il a perdu son ombre. Il est devenu liseur de rêves dans une bibliothèque. Il n'a pas trouvé la jeune fille. Mais il n'a jamais cessé de la chercher. C'est un nouveau roman, je vous l'ai dit, de Murakami, très attendu comme toujours. Ce maître auteur japonais qui nous livre cette fois-ci une œuvre empreinte d'une poésie sublime, nous dit-on, dans le résumé de chez Audiolib. Si mes souvenirs sont bons, c'est eux qui ont produit ce livre-là. Une histoire d'amour mélancolique entre deux êtres en quête d'absolu, une ode aux livres et à leurs gardiens. Comment voulez-vous qu'on n'aime pas ça ? Une parabole puissante sur l'étrangeté de notre époque, extrait de La cité aux murs incertains de Haruki Murakami, lu par Olivier Martineau. C'est toi qui m'as parlé de la cité. Ce soir d'été, respirant les effluves de l'herbe tendre, nous avons marché vers l'amont de la rivière. Nous avons traversé une succession de gradins formant de petites cascades, et nous nous sommes arrêtés de temps en temps pour observer des poissons argentés, filiformes, qui nageaient dans les nappes d'eau. Nous étions tous deux pieds nus depuis un bon moment. L'eau claire lavait et rafraîchissait nos chevilles. Le sable fin de la rivière nous enveloppait les pieds, comme un nuage doux dans un rêve. J'avais 17 ans, toi 1 an de moins. Tu avais fourré négligemment tes sandales rouges à petits talons dans ton sac en faux cuir jaune, et tu continuais de marcher à quelques pas devant moi, sautillant d'un banc de sable à un autre. Des brins d'herbe humides restaient collés à tes mollets mouillés, dessinant une jolie ponctuation verte sur ta peau. Moi, je tenais à 2 mains mes vieilles baskets blanches. Tu t'étais assise dans l'herbe d'été, sans doute fatiguée d'avoir tant marché, puis tu avais regardé le ciel sans rien dire. 2 petits oiseaux, l'un à côté de l'autre, avaient traversé l'espace en lançant des cris aigus. Dans le silence revenu, un présage de crépuscule bleuté a commencé à nous envelopper, toi et moi. Quand je me suis assis à tes côtés, j'ai éprouvé une curieuse sensation. C'était comme si des milliers de fils invisibles reliaient délicatement ton corps à mon cœur. Même le plus ténu clignement de tes paupières ou l'esquisse d'un tremblement de tes lèvres bousculait mon cœur. À cet instant-là, ni toi ni moi n'avons de nom. En cette soirée d'été, pour toi qui as 16 ans, pour moi qui en ai 17, ces vifs émois ressentis sur l'herbe du bord de la rivière, c'est tout ce qui existe. Bientôt dans le firmament, les étoiles se mettront à scintiller, l'une après l'autre. Mais ces étoiles, elles non plus, n'auront pas de nom. Tous deux sans nom, nous sommes assis dans l'herbe au bord de la rivière, dans un monde sans nom. Tu commences à m'expliquer, la cité est entourée de hauts murs. Des mots qui sont comme révélés depuis les profondeurs du silence. À l'instar d'une pêcheuse qui plongerait en apnée dans la mer pour récolter des perles. Ce n'est pas une très grande cité, mais elle n'est pas non plus petite au point qu'il serait possible de tout voir facilement. C'est la 2e fois que tu parles de la cité. Je commence donc à visualiser qu'elle est entourée de hautes murailles. D'après la suite de tes explications, j'essaie de me représenter cette cité, traversée par une belle rivière, qu'enjambent 3 ponts de pierre. Le pont de l'Est,
le vieux pont, le pont de l'Ouest. Vous dire comment j'aime les mots de M. Haruki Murakami, en fait, je ne saurais vous dire mieux que ce que j'ai lu comme critique sous la plume de Julia K. le 6 janvier 2025 dans Babelio. Elle s'était ruée sur ce livre, La cité aux murs incertains, dont elle dit « Monsieur Haruki Murakami, je vous aime. Je vous aime depuis la seconde où j'ai posé mes yeux sur vos mots, sur votre univers. Je vous aime depuis 25 ans, sans accroc, sans dispute, sans envie de partir. Vos livres me remplissent d'amour, de poésie, d'onirisme, de réflexion, de poésie, de philosophie, de culture, d'apaisement, de résilience. Vous m'avez manqué. » C'est joli, hein ? Voilà ce qui met un terme à cette émission consacrée à la Saint-Valentin. Bonne fête à tous les amoureux. Et si vous ne l'êtes pas, si vous êtes célibataire, eh bien passez une très belle journée. Salut!